Bonjour. L'actualité de l'été et de ce mois de septembre a été riche en événements. Traités séparément, comme nos médias ont coutume de le faire, ces événements passent les uns après les autres sans surtout pouvoir être mis en relation. Pourtant, ils ont un trait commun que je voudrais ici dégager, car il s'agit de la France, de notre pays, de notre nation. Il s'agit de nous, tout simplement. Tenez, par exemple, on apprend au détour d'une brève, comme on dit communément, que l'État vient de demander à une association à Bordeaux de s'adresser aux étudiants qui se prostituent pour financer leurs études, dans le but de leur donner un accès à l'information et à la santé. Des QR codes sont disposés en ville un peu partout pour se connecter avec cette association. L'État semble ainsi dire aux jeunes étudiants « Prostituez-vous, la logistique est mise en place. » Oui, mais pourquoi cette prostitution étudiante? Quelle est son ampleur? Comment aider à en sortir sinon en s'attaquant aux causes? Et là, bien l'État est absent. La précarité financière des étudiants a explosé. Plus d'1 sur 2 sautent un repas. Voilà la cause de la prostitution étudiante. Se prostituer pour manger, pour étudier, pour vivre, c'est cela la réalité. Alors, les allocations d'études, elles sont où? Les bourses, elles sont où? Les aides, elles sont où? L'État préfère sans doute les utiliser ailleurs, peut-être dans les 413 milliards de la loi de programmation militaire, au profit des marchands d'armes. Un autre fait d'actualité m'a sauté aux yeux. Fin septembre à Carré, dans le Finistère, une fillette de 6 mois décède de nuit, à la suite de difficultés respiratoires, après n'avoir pu être admise aux urgences de l'hôpital, puisque les portes sont closes entre 18h30 et 8h du matin. Urgence fermée, fillette décédée. Toutes les tergiversations des directeurs multiples de l'hôpital, juges comme ministère, n'y pourront rien. La tragédie est là, et la population locale le sait. Le cri face à la police, dans une indifférence qui semble bien installée. En 2009, je réalisais déjà un documentaire dans le secret de l'accès aux soins en danger et tournais une séquence dans laquelle je présentais une femme qui avait dû accoucher sur le bord d'une route après la fermeture d'un service de maternité. C'était déjà la mode, la fermeture des hôpitaux de proximité et des maternités. Bien aujourd'hui, avec les fermetures qui ont continué, en l'occurrence le service des urgences, à Carré, une fillette est morte. Elle avait 6 mois. Et puis tenez, je ne peux m'empêcher de revenir sur ce repas fastueux donné à Versailles pour honorer le souverain britannique dont on vantera au passage les préoccupations écologiques. Pour en savoir plus sur la petite sauterie et les détails dans la galerie des glaces, il aura fallu attendre un peu et insister beaucoup. Aux frais de la nation, ce sont 160 fidèles du monarque, le nôtre, Emmanuel Macron, qui se sont retrouvés autour de la table à s'en mettre plein la panse, se délectant de homards, volailles ou autres macarons, le tout arrosé d'un château mouton Rothschild 2004 à 2772 € la bouteille. Ministres, conseillers, grands patrons, people, parasites en tout genre, ont donc ainsi festoyé. Et parallèlement, on apprenait, sans que le rapprochement ne soit opéré par nos médias nationaux, que 16% des Français, selon une étude du Crédoc, ne mangent pas à leur faim, que plus de 10 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté monétaire, soit plus de 15% de la population, que des millions et millions supplémentaires sont victimes de l'inflation et doivent vivre avec de nombreuses privations. Du coup, quelques jours plus tard, lorsque les Restos du Cœur tirent le signal d'alarme, face à l'afflux de Français qui viennent quémander un paquet à ses portes, le milliardaire Bernard Arnault annonce verser 10 millions d'euros à l'association. C'est son fils Antoine, en compagnie de la ministre des Solidarités, Aurore Berger, qui a remis le chèque. Les deux réalisant d'ailleurs sur le dos de la misère un sacré coup de pub. Bon, 10 millions pour les restos, c'est bon à prendre, pas de problème. 10 millions pour la deuxième plus grande fortune du monde, c'est pas grand-chose, pas de problème non plus. Tout le monde devrait donc être content. Mais rien. Rien sur les raisons qui ont poussé les Restos du Cœur à exister encore 40 ans après leur fondation, dans la plus grande difficulté. Rien sur cette longévité, alors que Coluche, leur fondateur, déclarait qu'il ne devait durer qu'une année. Rien sur les raisons qui font qu'un nombre de demandeurs toujours plus important. Rien sur l'allongement des files d'attente à la porte des Restos du Cœur, comme à la porte d'autres associations d'aide alimentaire. Rien sur la politique qui en est responsable.
Ces quelques faits d'actualité ont tous la même signification que les hommes politiques au pouvoir, les commentateurs ou journalistes à leur service se gardent bien de souligner. La France se tiers-mondise à la vitesse grand V. Voilà tout. Oui, la France se tiers-mondise. C'est un fait. Notre pays est en voie de transformation d'un État développé vers l'État du tiers-monde, caractérisé par des inégalités économiques, sociales et culturelles. La régression affecte tous les domaines. L'industrie d'abord. Depuis une vingtaine d'années, nous sommes frappés par une désindustrialisation qui a atteint avec le macronisme son seuil critique. Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 2012, successivement secrétaire général adjoint de l'Élysée sous François Hollande, puis ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, et enfin président de la République. Son palmarès est édifiant. Entre son arrivée à Bercy le 26 août 2014 et sa démission le 30 août 2016 pour se consacrer à la campagne présidentielle, l'ancien associé gérant de la banque Rothschild a autorisé la cession de l'équipementier Telecom Alcatel-Lucent au finlandais Nokia, la cession du parapétrolier Technip à l'américain FMC et la cession de l'aéroport de Toulouse-Blagnac à la Chine. Et depuis, l'inventaire à l'après-vert donne le tournis. Dans le désordre, sont concernés Ascoval, Gebetz, Alstom, Engie. Sont concernés Total, Veolia. Sont concernés Florange, Alcatel, Lafarge, les chantiers de l'Atlantique et d'autres, qui tous ont été vendus à la découpe et cédés à des fonds financiers. Alcide et Screen, entreprises stratégiques spécialistes en cybersécurité, sont tombés dans l'escarcelle d'entreprises américaines, avec la bénédiction de Bercy. Nos filières dans le rouge se multiplient. Le bois, le textile, l'imprimerie, mais aussi la haute technologie, comme les équipements électriques, les biens d'équipement industriels, dans l'informatique notamment, l'électronique ou encore l'optique et la métallurgie, toutes ces filières ne couvrent plus la demande intérieure. La France accuse ainsi le recul industriel relatif le plus fort comparé à ses voisins italiens et espagnols et à contre-courant de la performance allemande, qui a vu la part de sa valeur ajoutée manufacturière totale dans la zone euro progresser. Conséquence de cette grande braderie, eh bien, la part de l'emploi manufacturier dans l'emploi total continue de diminuer et passe même sous la barre des 10% à 9,8% à la fin 2022. La France est désormais au 22e rang européen sur 27 en matière d'emploi industriel rapporté à l'emploi total. Entre le dernier trimestre 2019 et le dernier trimestre 2022, 3 900 équivalents temps plein ont été perdus dans l'industrie manufacturière. Et dans d'autres domaines, direz-vous. Eh bien, dans d'autres domaines, l'alimentaire par exemple, nous en sommes à importer des biens transformés, alors que nous exportons des matières premières. Ainsi, nous ne sommes plus un pays de haute technologie, sinon avec Airbus, l'armement, l'électricité, j'y reviendrai, et le traitement de déchets, mais tout cela est bien mal barré, comme on dit communément. Pour le reste, nous approchons la situation d'un pays sous-développé, jusqu'à notre souveraineté alimentaire qui est en cause. Cette situation n'est que la conséquence de choix politiques et économiques. Au nom des profits, de la compétitivité et donc du coût du travail, les délocalisations ont été opérées, pas seulement en Chine, comme on a coutume de le penser, non, mais au sein de l'Union européenne, en Pologne, en Roumanie ou encore en République tchèque. Le pouvoir a coutume de vanter les investissements étrangers en France pour témoigner de notre dynamisme et notre attrait. Mais attirer des investissements étrangers ne constitue absolument pas une politique de réindustrialisation. Dans la plupart des cas, les centres de décision, les brevets et les grands intérêts financiers sont à l'étranger, ce qui rend les sites vulnérables à la moindre décision prise par leur direction. En 2022, le ministère de l'Économie et des Finances a autorisé plus de 130 prises de contrôle d'entreprises sensibles françaises par des étrangers, d'après le dernier rapport annuel du Trésor sur le contrôle des investissements étrangers en France. Et cela dans les domaines les plus sensibles. C'est notre souveraineté qui est directement attaquée. Et avec elle, la nation, la France, en tant que telle. Excelia, fabricant de composants notamment pour le Rafale, racheté en janvier 2023 par l'américain Echo. Ou encore le leader de l'intelligence économique Adit, qui rejoint le fonds canadien Sagard en 2022. Ou toujours Proxinvest, unique agence française en conseil de vote auprès des actionnaires, acquise par le gérant américain Glass Lewis. Sans parler de Plume, le spécialiste dit de l'électricité verte, passé dans le giron du 5e plus gros fournisseur britannique d'électricité et de gaz, Octopus Energy. Ou encore Reden Solar, spécialiste de l'énergie photovoltaïque, qui tombe dans l'escarcelle d'un consortium australo-germano-canadien.
L'appauvrissement de la nation, c'est donc celui des Français, du peuple. Je n'y reviens pas, chacun étant confronté à une situation d'autant plus difficile que l'inflation, alimentaire notamment, frappe durement. Mais l'appauvrissement de la nation, la destruction de ses capacités de production, eh bien c'est la mise en danger directe des Français. Rappelez-vous l'épisode Covid, absolument incroyable. Les Français avaient été stupéfaits de constater l'incapacité totale de l'État pour affronter la crise, capacité d'accueil, fragilité des hôpitaux, paralysie industrielle, incapacité de produire des masques, du gel antibactérien à grande échelle, des bouteilles d'oxygène, du Doliprane même, incapacité au pays de Pasteur de créer un vaccin. Le résultat est là. Nous ne sommes plus en capacité de mobiliser nos moyens de production, étant donné qu'ils ont été soit abandonnés, soit bradés à l'autre bout du monde. Nous avons pourtant des atouts, oui, surtout en période de crise énergétique, qui ne peut qu'affecter un peu plus les capacités de production industrielle. Oui, mais ces atouts font partie de la grande braderie engagée sous la direction des gouvernements successifs, de droite comme de gauche, et finalisée par Emmanuel Macron et les siens. Sous diverses pressions d'ordre idéologique, écologique et antinucléaire notamment impulsées par l'Allemagne, et d'ordre financier, sous le coup de l'Union européenne, EDF est privatisé et démantelé, alors que le nucléaire devrait permettre d'assurer notre suffisance au profit de la communauté nationale et de ses membres, nous subissons de plein fouet l'augmentation des prix et l'envolée de l'inflation énergétique. La théorie de l'énergie renouvelable fait les choux gras des promoteurs de l'éolien. Le chiffre d'affaires de l'éolien s'élève à plus de 200 milliards de dollars. Les marges bénéficiaires de 30 à 40%. 60% des promoteurs sont étrangers, dont la majorité allemands. Ce sont eux qui profitent majoritairement des subventions de l'État. Au motif de la construction européenne, tout est accepté et l'intérêt des Français passe bien après. Nous sommes dépendants des Allemands, alors que le nucléaire s'avère nécessaire pour avancer dans la voie de la réindustrialisation du pays. Là encore, l'enjeu est humain. Le cercle de réflexion proche du patronat, la fabrique de l'industrie, c'est son nom, estime à 117 000 le nombre d'emplois menacés à cause du coût de l'électricité. Le prix de l'électricité ont cru de 22% en 2022 pour les professionnels. 2023 s'annonce comme une année noire, avec une hausse hors mesure d'atténuation de l'État de 92% pour l'industrie. Telle est une des conséquences de la soumission à l'Union européenne, de la soumission aux lois du marché, du capitalisme qui ordonne privatisation, déréglementation, dérégulation et recherche du profit au détriment de l'intérêt général. La tiers-mondisation de la France touche tous les domaines. La santé, je n'y reviens pas, sinon pour souligner l'augmentation continue de la mortalité infantile. En 80, nous étions la 5e pays de l'OCDE avec la mortalité infantile la plus basse. Aujourd'hui, nous nous trouvons à la 20e place, derrière la Grèce, la République tchèque ou encore la Lituanie. La mortalité infantile permet, selon l'OMS, de mesurer le niveau de développement et de bien-être d'un pays. En 2021, 2700 nourrissons mouraient avant leur premier anniversaire. Le facteur numéro 1 de la mortalité infantile, selon l'OMS toujours, est le niveau des inégalités. Eh bien, un Français sur 3 renonce à se soigner, faute de moyens pour le faire. Tiers-mondisation, oui, c'est bien de tiers-mondisation de la France dont il s'agit. La tiers-mondisation du pays se fait sentir aussi dans son système éducatif, dont les résultats sont toujours masqués derrière du blabla pédagogique. Le bilan est là. Le niveau scolaire, dans les matières fondamentales de base, le français et les mathématiques, par exemple, a profondément régressé. Cette situation est le produit de choix politiques qui, année après année, réforme après réforme, provoquent des descentes aux enfers, dont les jeunes et la nation sont les premières victimes. Quelques chiffres sont édifiants. En 2022, les élèves ont perdu, primaire et collège additionnés, 522 heures de français par rapport aux horaires de 1968, soit 2 années de formation. On a éliminé des programmes tout ce qui passe pour être ennuyeux. Hier, l'apprentissage syllabique de la lecture au profit des devinettes. Et aujourd'hui, l'analyse logique de la phrase au profit de la grammaire par manipulation, comme ils disent. L'enseignement est devenu incohérent et encore plus inégalitaire. Selon les études menées, dont les résultats sont divulgués au compte-gouttes, un élève d'aujourd'hui en CM2, c'est-à-dire âgé de 11 ans, fait en moyenne 2 fois plus d'erreurs qu'un élève de 1987. Le prof dont l'autorité devrait procéder du savoir n'a plus pour mission première d'enseigner, mais bien plutôt d'occuper des élèves, tant bien que mal. De la garderie en évitant les vagues. Oui, de la garderie, voilà ce que la hiérarchie demande aux enseignants du public. Un cours qui déplaît à une partie de la classe, ou aux parents d'élèves, doit être oublié au nom d'une tranquillité souhaitée. Minorité religieuse ou woke,
imposent leur idéologie au détriment du savoir. L'objectif de 80-90%, pourquoi pas 100% d'une classe d'âge au bac, va de pair avec une perte des exigences scolaires. Les différentes réformes, dont celle du baccalauréat, devraient d'ailleurs en finir avec ce qui, durant des générations, a constitué le premier diplôme universitaire. La crise des vocations, due aux conditions d'exercice de plus en plus ingrates du métier d'enseignant, a fait plonger le niveau d'exigence. Les comparaisons internationales et les constatations des employeurs l'illustrent. Les entreprises sont de plus en plus souvent obligées de faire appel à des professionnels pour perfectionner le français et les mathématiques des nouveaux embauchés. Selon le rapport L'Europe de l'éducation en chiffres, en France, environ 21% des élèves âgés de 15 ans n'ont pas un niveau suffisant de compétences en compréhension de l'écrit, culture, mathématiques. 1 sur 5. 40% des élèves en fin de primaire ne possèdent pas les connaissances fondamentales en lecture et en maths qui leur permettraient de suivre une scolarité du collège dans de bonnes conditions, presque 1 sur 2. Le déclin français se retrouve aussi dans le domaine de la recherche. Alors que nos voisins européens augmentent leur budget, nous ne cessons de les baisser, obligeant laboratoires et universités à se livrer à une concurrence économique qui évidemment les affaiblit. La tiers-mondisation de la France va bon train. La liste des régressions qui nous rapproche du tiers-monde n'est pas close. Et avant d'en finir, je voudrais tout de même dire un mot de la dégénérescence des mœurs au plus haut niveau de l'État. Le mépris, l'arrogance, la violence verbale d'Emmanuel Macron, ses apparitions ici dans une boîte de nuit en bonne compagnie, notamment celle d'un dealer aux gestes explicites, font plus penser à quelques autocrates de pays sous-développés qu'aux présidents qui l'ont précédé, De Gaulle ou Mitterrand, par exemple. La décadence des mœurs, l'effondrement du style, en disent long sur la régression d'ensemble que connaît la nation. La liste des mises en examen ou condamnations jusqu'au plus haut niveau de l'État semble sans fin. Les députés Laetitia, via Anne-Christine Lang, François Pupponi, Sira Silla, Jacques Krabal, Pierre Cabaret, Sandrine Josso, Benoît Simian, les députés Mjid El-Guerab, Jean-Paul Delvoye, Stéphane Kerbar, Moustapha Labide, Claire Aupetit, Thierry Solaire, les Barbouzes, Alexandre Benalla et Vincent Kras, les conseillers de Macron, Jérôme Perra, Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, surnommé le président bis, les ministres Alain Griset, François Bayrou, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard, Éric Dupond-Moretti, Richard Ferrand, sans parler des enquêtes en cours qui visent les actuels ou ex-ministres Bruno Le Maire, Marlène Schiappa, Caroline Cailleux, Damien Abad, ou encore Chrysoula Zakharopoulou, Nathalie Limas, Sébastien Lecornu, Olivier Dussault, Jean-Marie Girier, ex-directeur de campagne de Macron et directeur de cabinet de Richard Ferrand, Laura Flessel, Françoise Nyssen, Muriel Pénicaud et les affaires classées sans suite visant le ministre Darmanin et Nicolas Hulot, la dépolitisation du personnel politique et l'absence de morale d'éthique, peut-on dire, participent de cette régression générale. Et comme dans les républiques bananières, Emmanuel Macron jouit une opposition sur mesure. Alors que le peuple, il y a peu, par centaines de milliers scandés dans la rue sa volonté de voir Macron dehors, il aura suffi d'un claquement de doigts pour que ses opposants, toutes tendances confondues, de les France Insoumise au Rassemblement National en passant par les composantes de la NUPES ou encore par les Républicains, se rendent à son invitation pour débattre de propositions pour la suite. Avec la régression économique, éducative, sanitaire, sociale et morale, la régression politique n'épargne décidément personne. Oui, sur tous les plans matériels et moraux, la France se tiers-mondise. C'est la réalité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à réagir et à la partager pour faire connaître cette chaîne et son contenu. Je vous invite également à me retrouver, ainsi que certains de mes amis sur le site La Sociale, où nous publions régulièrement édito papier analyse. N'hésitez pas en signe d'encouragement de cliquer sur le petit pouce qui s'affiche quelque part sur l'écran pour permettre à cette vidéo d'être mieux référencée et de vous abonner à la chaîne pour être informé au plus vite des nouveautés. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien et à la prochaine.